Bonjour Sophie, Bonjour Ludovic. merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci de me l'avoir proposé. Alors je vais essayer de vous présenter. Vous avez exercé pendant plusieurs années en tant que médecin urgentiste avant que la maladie ne vous conduise à explorer, aborder d'autres dimensions et d'autres expériences Oui, et des dimensions, on va dire, plus invisibles de l'existence. Et ça vous a amené à replacer et à repenser, on va dire, votre vie et la place que la conscience occupe dans la vie et puis dans la guérison. Et cette expérience vous a amené à écrire plusieurs ouvrages, deux ouvrages, dont le premier s'appelle De l'urgence à la conscience, donc, dans lequel vous décrivez ce passage de cette posture plus médicale classique à une ouverture plus holistique, si on peut dire. Et donc, vous êtes devenue conférencière, animatrice, et donc vous partagez ces découvertes. Et vous avez sorti récemment, tout récemment, un nouveau livre qui s'appelle L'invisible est à tout le monde. Alors le A étant entre parenthèses, donc il nous fait aussi l'invisible et tout le monde, si on peut le lire comme ça. Et donc vous y proposez un dialogue que je pourrais qualifier de pédagogique et de progressif qui va nous guider vers une harmonie entre cœur, esprit et discernement. Voilà pour la petite présentation, un peu maladroite, mais pas du tout, je je, trouve. je voulais vous poser une première question qui est ma question un peu classique pour démarrer, pour poser le contexte. Est-ce que vous pourriez raconter un peu cette histoire, mais l'histoire de votre rencontre, surtout avec cette dimension de l'invisible? Et éventuellement les enseignements que vous avez pu croiser ou les enseignants éventuellement dits peut-être spirituels que vous avez pu rencontrer sur ce chemin. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est une jolie histoire d'amour et une jolie histoire d'humour. Mm. Parce que, initialement, donc, comme vous l'avez bien précisé, moi, je viens d'un milieu qui est assez académique, qui croit beaucoup à la puissance de la déduction, du raisonnement, de la modélisation, du linéaire, on pourrait dire, hein, comme je le marque dans le livre, si ceci, alors cela, en fait, hein, de la causalité. Et puis, jusqu'à ce que cet épisode de maladie m'ouvre à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus spontané, immédiat et révélateur, on pourrait dire, de la nature même, de la vie Mm. et de l'être humain. Et que du coup, je refonde complètement tous mes a priori et toute ma vision de ce que c'est qu'un être humain, hein, qui devient non plus une mécanique prévisible, mais un grand mystère fondamental qui s'exprime à travers une structure qu'on pourrait définir comme étant un être humain. Voilà, donc effectivement, cette histoire, elle est rigolote parce que elle prend quelqu'un initialement qui n'a pas du tout vocation, ou en tout cas qui ne se sent pas à la vocation d'aller s'explorer dans ces mondes-là. Et puis, elle le projette d'une façon subtile, mais en même temps intense dans cette exploration, puisque c'est pour sortir de cette condition de maladie extrêmement douloureuse et invalidante que, comme rien d'autre ne marche, je vais plonger dans les mondes invisibles, les mondes subtils, les mondes de l'énergie d'abord, que je ne connais pas, dont je n'ai même pas notion qu'ils existent. Et puis très très naturellement, et c'est ce qui est joli aussi dans le monde de la conscience, parce que en fait, dans ma condition de l'époque, il y a une telle douleur physique, il y a une telle intensité dans le corps que il y a un abandon complet. C'est-à-dire qu'au bout euh, au bout d'un certain temps d'effort, la seule chose que je souhaite, c'est l'absence de lutte dans ma sensation physique, dans ma sensation de vie.
Je ne m'autorise pas à penser à mettre fin à mes jours, alors que vraiment dans ma condition, je l'aurais souhaité à ce moment-là, parce que j'ai des petits-enfants et que ça, je peux pas faire ça. Mais donc, je me dis, ce que je vais m'offrir, c'est ça. C'est d'être complètement, bah, peut-être je vais passer encore 15 ans dans un lit sans pouvoir bouger, mais je vais y être complètement sereine et acceptante, de cette vie-là. Et donc, bah, vous comprenez bien, puisque vous avez, enfin, vous y êtes vous-même très immergé, que c'est la clé absolue du changement d'état, en fait, cette reddition à ce qui est. Mais je ne sais pas du tout, moi, que c'est quelque chose de très connu par ailleurs et qui s'enseigne et qui se pratique et où les gens le cherchent pendant, enfin, ont des quêtes, en fait, de cet état-là. C'est juste la seule façon que je vois de soulager mon existence du moment. Et dans cette reddition, bah, au départ, je vais le faire avec des petites techniques d'auto-hypnose, mais que j'ai chopé sur YouTube, hein, Mhm. rien de formel, hein, vraiment quelque chose de facile. Et ce qui est vraiment très beau, c'est que c'est pour ça que maintenant j'ai à cœur de transmettre à quel point l'écoute profonde est essentielle. C'est qu'en fait, dans cette reddition et dans ce mouvement-là, la conscience elle-même, elle va me guider tout le temps. Elle va s'infuser, elle va percoler, mais finalement assez rapidement, parce que je me laisse complètement faire. Et donc très très rapidement, ça va venir me dire d'arrêter les bandes sonores, les musiques, les choses comme ça, de me plonger dans le silence. Ça va très rapidement me montrer que de même qu'on peut détendre un muscle, on peut détendre une cristallisation énergétique, on peut détendre un canal qui est comme embué, hein. Moi, je faisais de la médecine d'urgence, donc j'étais en contact avec des violences de vie très intenses, hein, des environnements qui étaient très chargés, on dirait maintenant dans ce milieu-là. Et cette conscience va m'amener comme ça à me laisser embarquer par elle. Et je vais la suivre complètement. Quand je dis je vais la suivre, c'est bien sûr, il n'y a personne qui suit personne, mais justement, cette construction au départ, hein, cette structure de l'identité qui croit qu'elle doit faire quelque chose va complètement accepter de se laisser faire. Complètement, complètement. Et donc finalement, ça va aller assez vite. C'est-à-dire que sur des douleurs qui ont duré des années, un alitement complet avec énormément, il faudra aussi que j'arrête tous les médicaments. J'en prenais Mhm. énormément à l'époque, ce qui, bon, d'un point de vue de l'énergie, était quand même pas une aide. Donc, on va dire, voilà, sur une histoire qui a de grosses invalidités qui aura duré 2 3 ans, ben en un an, je récupère. Je me sèvre de tous les médicaments et je récupère une fonctionnalité, un état voilà, qui me permet d'avoir une vie semi-normale, on va dire, pas encore complètement rétablie, mais semi-normale. Alors pour ce qui est de la partie, les enseignants que j'ai pu croiser ou qui m'ont inspiré, en fait c'est assez marrant parce que ils ont tous été très sporadiques. Je suis allée chercher les fréquences du moment. Ça commence vraiment très simplement. Dans cette histoire de maladie, il y a quelque chose de très essentiel. C'est que pendant des années, j'ai des douleurs, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Finalement, je rencontre un professeur de médecine qui est anthropologue et donc qui a une vision évolutive de l'être humain et qui a remarqué qu'il y a des gens qui sont comme moi et pour eux, c'est des êtres humains qui ont une constitution, une structure, nous on dirait vibratoire maintenant. Mais lui, il l'appelle pas comme ça. Mais il dit comme une autre évolution d'espèce. Il appelle ça comme ça. Et il décrit un profil qui est exactement le mien, alors que moi-même je ne comprends rien. Lui, il Mhm. semble tout comprendre de comment ça marche. Et donc, c'est une grande révolution. Et puis, quand je reviens dans mon milieu médical avec ces données-là, qui me semblent extrêmement intéressantes pour les gens qui souffrent comme moi, Mhm. en fait, je m'aperçois que c'est quelqu'un qui a une réputation, euh, comment dire, non fiable, pas sérieuse dans le milieu, dont on dit que son côté anthropologue, voilà, teinte son exercice de quelque chose qui n'est pas rigoureux, comme on aime à dire chez nous, entre guillemets. Et là, je raconte ça parce que c'est très important, parce qu'en plus de cet abandon de conscience, dans le même temps, il y a un écroulement de l'idée que dans la pensée, il y a une vérité.
Moi, je sais que c'est faux. Je sais que la vie des gens sérieux est complètement contradictoire avec la reconnaissance innée, fulgurante, très intense et le soulagement immense que j'ai rencontré à travers son exposé et à travers ce qu'il décrit du fonctionnement. Donc, je sais que là, en fait, c'est pas la majorité qui a raison, c'est sûr. Et donc, tout d'un coup, en plus d'avoir cet allègement, hein, cette infusion, qui me malaxe, hein, qui vient chercher tout ce qui résiste, et il y en a beaucoup parce que j'ai été quand même bien conditionnée dans un système de pensée très, très rigide, hein. J'ai cet écroulement total qui fait que je commence à me tourner vers tout ce qui me semble dissident, absolument tout. Je vais écrémer YouTube du fond de mon lit. Je vais passer la moitié du temps à méditer et l'autre moitié du temps à écrémer YouTube pour écouter les voix qui disent, qui racontent la vie différemment de ce que j'ai rencontré jusque-là. Et je vais m'apercevoir d'une chose qui est fondamentale et très intéressante et qui m'a jamais quittée, c'est que la vérité n'est pas dans la logique, la déduction ou le raisonnement. La vérité est dans la fréquence. Il y a des gens qui expliquent des choses très alternatives avec une fréquence qui fait que moi je sais, je ressens que ça n'est pas la vérité, ou en tout cas c'est une vérité qui est teintée de quelque chose qui est dévié, déviant. Et puis il y a des gens qui racontent des choses qui sont très académiques avec une très belle clarté et réciproquement en fait. Et ça va me mettre en contact avec cette réalité fondamentale de l'information ressentie et non plus l'information apprise et déduite. Alors ce combo-là, c'est pas, tu vois, c'est pas des personnalités en particulier, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens que je vais écouter avec vraiment une grande ouverture parce que j'ai une soif et une quête immense de re-respirer. Je suis enfermée dans un corps qui respire plus, qui circule plus, qui se tient même pas debout en fait, hein. C'est vraiment un état de dépendance très, très avancée, hein. Je me lève 1 à 2 heures par jour. Je fais un peu illusion avec mes enfants quand ils sortent de l'école, mais c'est tout. Mhm. Voilà, et donc je vais écouter toutes ces voix m'enseigner, je vais me laisser enseigner. Mais c'est vraiment, ça me touche encore en le disant, vraiment, c'est d'une telle beauté de vie en fait, parce que c'est une vraie ouverture, c'est-à-dire que je vais rencontrer toutes ces voix-là avec la même reconnaissance, quelle que soit leur inclinaison ou leur courant initial. Et il y en a dans la science, il y en a dans les traditions religieuses, il y en a dans la spiritualité non dogmatique, il y en a, je vais rencontrer, alors que c'est pas du tout mon créneau, certains médiums qui sont en fait d'une sincérité et d'une puissance magnifique. Voilà, donc tout cet invisible, toutes on pourrait dire un peu les différentes couches de l'invisible, je vais les laisser venir à moi et me raconter comment ça marche finalement la vie par rapport à tout ce que j'avais imaginé ou tout ce que j'avais appris jusque-là. Et jusqu'à me rendre compte que l'arborescence qu'on apprend quand on est dans la médecine, hein, c'est fantastique, hein, un corps humain, une cellule, l'intelligence subjugante dont c'est animé, eh bien, on a la même au niveau de la conscience, au niveau de l'énergie, au niveau des mécaniques intérieures. Voilà, toutes ces structurations, ces créations, ces arborations, c'est vraiment cette diffusion de l'intelligence parfaite. Alors, on va dire de la vie, du divin, de la conscience, chacun met le mot qu'il veut, se retrouve à tous les plans de l'existence. Et donc, il n'y a aucune raison d'en trouver que certains sont mieux que d'autres, mais il y a un très grand intérêt à tous les habiter avec le même émerveillement. Quand j'ai lu votre livre, j'étais assez euh, surpris du vocabulaire utilisé, parce que c'est vrai que dans le milieu spirituel plus général, de la mutualité ou de la spiritualité plus largement, on retrouve beaucoup de termes qui peuvent être très jargonneux. C'est très
on est très sur, par exemple, des termes tibétains ou des termes sanscrits ou des choses très teintées. Et à la lecture de votre dernier livre, on retrouve pas ces termes. Alors, il y a les mots éveil, le mot conscience, le mot réel. Il y a également tous ces termes qui sont l'équanimité, donc qu'on peut retrouver dans ces traditions, mais il n'y a pas de jargon particulier. Et, euh, et j'ai trouvé ça euh, très rafraîchissant parce que ça n'enlève en rien à au sens du message. Et le livre est construit d'une telle façon où il y a rien ne manque en fait. Et euh, c'est assez agréable à lire parce que ça donne l'impression que ce n'est pas réservé à un petit monde spirituel, mais c'est réservé à tout le monde finalement. Et d'ailleurs, c'est un peu le titre du livre. Et, et d'ailleurs, la question que je vais poser, c'est par rapport à la forme même du livre, c'est des questions-réponses. Et pourquoi avoir choisi euh, c- cette forme de dialogue? Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire sous forme de dialogue? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Mhm. Comme je viens du monde de la question-réponse, dans toutes ces explorations, chaque fois que j'avais une découverte, ça amenait des questions. Quand je dis des questions, c'est pas quelque chose qui voulait une réponse mentale et se satisfaire d'une compréhension. Mais ça amenait des questions de qu'est-ce que c'est, où c'est, comment ça vit, comment ça vibre, d'où ça vient, comment ça se crée, comment ça se déploie. C'était des choses comme ça. Et donc intérieurement, le mouvement, il s'est fait comme ça, un système de questions-réponses entre ce que je recevais et ce que du coup ça déployait et du coup ça me donnait envie d'aller chercher. Quelque chose comme ça. Ensuite, parce que ça fait 6 7 ans maintenant que j'anime des ateliers de méditation, voilà, de méditation, et que il y a beaucoup de questions qui reviennent, comme chacun sait. Et que j'ai remarqué que sur ces questions-là, les réponses font du bien. Donc j'avais envie de les consigner simplement par écrit pour que chacun soit à même de se faire du bien si ces réponses les touchent. Et puis la dernière raison, elle est plus anecdotique, mais je la trouve là encore merveilleuse, c'est que je continue d'évoluer dans un environnement qui est assez scientifique, assez médical. C'était ma famille, ça l'est toujours. On s'aime toujours autant et en fait on se passionne pour les découvertes des uns et des autres. Et dans une des conversations avec un de mes proches que j'aime immensément, lui est plus engagé sur le versant de l'écologie, de l'éducation, en fait, dans cette forme de conscience-là. Et quand on échangeait à propos de tout ce que je découvre, ou ce qui est découvert et ce qui se vit, il me disait, mais j'aimerais appréhender les choses dont tu parles, mais pour moi, c'est tellement important que ce soit clair et bien rangé. Quand j'écoute les gens qui parlent de la conscience, de l'invisible, des expériences extraordinaires, j'ai l'impression d'un foutoir où mon système ne reconnaît absolument pas et ne peut pas. Et j'ai entendu ce qui m'avait frappé moi-même, en fait, c'est-à-dire que la vérité, c'est une question de fréquence. Et quand on a un système qui croit encore que la vérité est dans une question de réalité mentale et de déduction, et qu'on n'est pas ouvert à ce système fréquentiel et plutôt et qu'on reste enfermé dans un système de logique, c'est très difficile à appréhender cette discrimination, ce discernement. Et ça m'a donné vraiment envie, par amour pour cette personne, mais aussi par euh, joie, d'essayer de faire un petit rangement, comme vous le dites si bien, accessible à tout le monde, et qui insiste sur cette réalité que la vérité peut être absolument partout ou totalement nulle part. Et ça n'a rien à voir avec une discipline plutôt qu'une autre, un message plutôt qu'un autre, une religion plutôt qu'une autre. Ça a à voir avec la connexion profonde qu'on a avec ce plan de ce qui est véritable, de ce qui est vivant et vibrant, de la conscience, de, de, euh, et de, encore une fois,
la reddition, l'abandon, la place qu'on lui laisse pour qu'elle suffuse à travers soi, et que ce soit elle qui s'exprime en fait à travers notre structure, et pas l'inverse, et pas la structure qui se mette à parler de quelque chose qui est Oui. infiniment indéfinissable et mystérieux et dont on se régale pourtant à le mettre en commun parce que c'est comme ça qu'il devient concret, vivant, réalisé, plein, habité. Voilà. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans cette question-réponse, c'est que j'avais l'impression, en lisant les questions parfois, d'avoir ce petit côté mental et très méfiant, euh, un peu comme l'avocat du diable en fait, qui serait là à toujours essayer aussi de montrer qu'il peut exister même dans ce monde des angles morts et donc un peu inquiet aussi de voir mais si c'est pas s'il y a des abus ou si est-ce qu'on n'est pas en train de raconter une autre illusion avec ça. Oui. Et j'ai beaucoup aimé ça. Est-ce que c'était volontaire aussi d'aller C'est- sur C'était très sincère. C'est parce que, encore une fois, ça s'est tellement fait comme ça en moi. Mhm. Encore une fois, moi, j'avais des grandes et belles certitudes hein, qui me remplissaient l'existence. J'ai été vraiment un médecin heureux. J'ai adoré mon métier. La vie a fait que physiquement, je ne peux plus l'exercer. Et donc, voilà, la question s'est même pas posée. Mais ça a été un deuil profond pour moi de laisser cet exercice-là. Et je l'aime toujours, hein, et j'adore les gens qui le pratiquent et leur sincérité parce qu'il y a quelque chose qui est tellement dans le lien humain qui est tellement véritable et tellement vibrant que ça peut être vraiment une drogue en fait, non pas à l'adrénaline, hein, mais à ces moments hors du temps et tellement précieux, des vérités qui se rencontrent, on pourrait dire ça comme ça. Mais du coup, j'étais très investie et j'avais pas un scientisme comme on le décrit maintenant, parce que j'ai jamais trouvé que les gens qui faisaient autrement étaient dans l'erreur. C'était pas du tout ça. Mais je le connaissais pas et donc simplement, moi, j'habitais les préceptes de ma paroisse, on pourrait dire ça comme ça, avec tolérance, voilà, et en croyant qu'ils étaient tous très très bons. Mais donc, pour me défaire de cette euh, croyance très étriquée en un monde dans lequel il y a des choses qui sont meilleures que d'autres, des vérités plus importantes, des façons de faire. Hein, parce qu'en médecine, il y a beaucoup de procédures, de protocoles, si vous n'avez pas suivi le traitement, vous êtes un mauvais malade. Enfin, il y a du jugement énormément. Hein, il y a beaucoup de positions de pouvoir. Il n'y a pas de respect des consciences en ce sens-là. Hein. On bricole un petit peu des lois pour que ce soit possible, mais on dit pas on n'annonce pas un traitement, une consultation en disant aux gens, voilà ce que moi je peux vous proposer, allez sentir intérieurement ce qui vous convient le mieux, prenez votre temps, faites-moi un retour et nous allons élaborer votre plan de soins ensemble, Mhm. ce qui serait en fait l'idéal quand on sait la disparité de la réponse à plein de choses dans ce monde de toute façon. C'est très intéressant ce que vous dites sur la médecine et sur le côté très structuré, très processé, très procédural. Parce que finalement, est-ce qu'on pourrait pas dire la même chose dans certaines traditions spirituelles où il y a une sorte de package, un chemin qui pourrait être imposé et parfois il y a ce manque de précision que finalement c'est pas une formule magique qui s'applique nécessairement à tous les conditionnements. C'est vraiment, je trouve ça très très intéressant. J'adore que vous disiez ça parce que c'est tout à fait vrai pour moi. Mm. Et c'est toujours ce qui m'a emmené d'un endroit à un autre. C'est-à-dire que dès que je commençais à sentir cet attachement à la structure plus qu'au vivant en dessous, hop, je changeais de crèmerie. Je crois que Mm. j'en avais tellement, c'est pas je crois, je sais que ça avait été tellement dur pour moi déjà au niveau des études de conformer ma pensée à ce système-là. Euh, Peut-être un des signaux précurseurs dont je peux parler, c'est que depuis l'enfance, euh, je regarde le système de la pensée en disant qu'il est extrêmement malade. C'est-à-dire que depuis toute petite, je trouve qu'on se fait mal
les gens se font extrêmement mal avec leurs pensées. Et puis, bon, bah, par extension et par apprentissage, après, moi, je me suis fait extrêmement mal avec ma pensée. Mais donc, j'ai toujours eu ce côté où la rigidité de la pensée qui venait remplacer le vivant de la vérité, c'était quelque chose qui était douloureux et qui m'a demandé énormément d'énergie en médecine c'est pas m'y complaire, enfin d'y adhérer. Et ça a été un énorme soulagement de pouvoir l'abandonner. Mais néanmoins, il s'était très très incrusté quand même en moi. Et donc, ce doute dont vous parlez dans le livre, c'est parce qu'il était comme ça chez moi. C'est-à-dire que chaque fois que j'arrivais je faisais un pas en avant, j'ouvrais quelque chose, tout de suite, il y avait un gardien, il y avait une censure, il y avait une peur, il y avait comme chez chacun, mais elles sont construites différemment selon nos cultures et nos traditions. Comme vous dites, il y a des gens c'est dans des spiritualités un peu rigoureuses, il y en a, c'est dans la médecine, il y en a, c'est dans le monde du travail, il y en a, c'est dans le monde affectif, peu importe en fait. Mais ça se passait exactement comme ça. Alors j'avais toujours comme en plus j'avais été très très entraînée au raisonnement, j'avais un gros mental qui aimait bien mouliner. Bon bah il sortait assez. Alors dans le premier livre, je l'appelle le petit dictateur. Pour moi, c'était le petit dictateur. Et donc j'avais le petit dictateur qui venait dire ah non ça non. Alors ça le soin quantique. Alors ça non. Et donc ça me demandait, comme je sentais dans la vibration que c'était sectaire en fait, que c'était un refus qui n'était pas empli d'amour, parce qu'en fait, ce qui est conscient est aimant, et ce qui est conscient est intelligent et aimant. Le discernement, c'est la reconnaissance de l'amour et de l'intelligence dans ce qui est dit, pour moi, en tout cas. Donc, comme je reconnaissais pas que que je reconnaissais bien que c'était ni intelligent ni aimant, je disais bon, ben là, on en a un autre. Allez, Hmm. qu'est-ce que ça cache? Quelle est cette rigidité? Faisons tomber cette rigidité. Est-ce qu'on pourrait pas dire aussi que ces résistances ou ces doutes qui émergent presque automatiquement lorsque l'on voit qu'on entreaperçoit quelque chose de plus authentique éventuellement, est-ce que c'est pas aussi quelque part de l'amour mal placé ou une sorte de protection euh, de quelque chose euh, que l'on prenait pour être nous, qui essaye de se défendre à tout prix, quelque part. Absolument. Mhm. Et je suis vraiment complètement en accord avec ça et je trouve que c'est d'ailleurs infiniment plus à la fois doux et efficient de le regarder sous cet angle-là, sous l'angle de cet amour qui a construit par protection quelque chose qui au bout d'un moment est un artifice qui au lieu de nous aider nous pèse. C'est beaucoup plus réel et ça emmène tout de suite de le regarder sous cet angle-là, ça emmène tout de suite justement l'état qui va permettre de baisser la garde. Parce que si on est en train de faire un enjeu égotique de euh, la pulvérisation de notre ego, en fait, on n'ouvre rien, on enferme ailleurs, quoi. Alors maintenant, j'aime bien dire que l'ego, c'est l'équipe des gardiens obéissants. En fait, ils Mhm. obéissent à nos croyances et puis juste en changeant profondément les croyances. Alors, c'est pas juste en changeant profondément les croyances, parce que sûrement comme moi, vous avez l'expérience que les croyances, elles sont pas que, bien sûr, dans le mental, elles sont dans l'émotionnel, dans le corps. Elles ont des densités, des structurations qui ont besoin d'être profondément libérées, enfin, en tout cas, réalignées ou transformées. Voilà, c'est pour ça que parfois on peut faire 10 ans de psychanalyse et ça change rien. C'est que si on a juste changé d'idée, on n'a pas changé de vécu. Donc c'est important d'aller vraiment dans ces strates-là. Mais oui, je vous rejoins complètement sur l'idée de construction initialement aimante qui après deviennent difficiles à porter parce qu'elles sont en contradiction les unes avec les autres. Donc il n'y a pas d'harmonie là-dedans. Il y a un mot qui revient beaucoup, un terme, une notion qui revient beaucoup dans votre livre, et c'est un terme très répandu dans le monde de la spiritualité et puis aussi de la philosophie, c'est la conscience. Alors c'est un thème très large, mais vous dites quelque chose
euh, moi qui m'a beaucoup parlé, c'est cette affirmation dans laquelle vous dites que la conscience possède la fantastique aptitude de reconnaître spontanément ce qui est cohérent et harmonieux. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu là-dessus? Parce que je trouve que c'est c'est ce qu'enseignent finalement toutes les traditions spirituelles. Est-ce que vous pourriez peut-être élaborer un petit peu là-dessus? Il y a, il y a cet état de fait et puis il y a comment on va le vivre, cet état de fait. L'état de fait, euh, je crois que tant qu'on n'a pas cette possibilité que la conscience soit première dans l'expérience et que cette expérience soit euh, une réalité avant toute autre chose vécue par la conscience, c'est difficile de parler de l'état de fait. Par contre, dans la vie de tout le monde, il y a quelque chose qui est absolument commun, qui est que nous avons tous eu des expériences de bonne et de mauvaise conscience, de faire les choses avec cœur ou à contre-cœur, d'avoir cette notion de savoir spontané, de là où se trouve ce qui est, dans les milieux spirituels, on dit aligné, ou au contraire décalé, en fait, dévié, dévoyé. Ces mots, ils existent parce qu'ils sont l'expérience de chacun, en fait. Quand on dit qu'on a dévoyé une intention première, on sait très bien que c'est parce qu'elle existe, en réalité. Et la conscience, elle est ce qui, dans l'expérience humaine, qu'on ait conscience de la conscience ou pas, offre les signaux, pardon, que justement l'intention première, la vérité première, n'a pas été respectée ou a été respectée. Et ça, on le sait en soi par rapport à notre attitude, on le sait en l'autre par rapport à la sienne, on le sait dans une écoute et on revient à cette notion de vérité sensible qu'on reçoit avec les sensations, la perception, le cœur et l'ouverture du corps et non pas avec son mental. Parce que la conscience va nous le dire à travers différents messages où ça crisse, hein, ça fait un bzong. Euh, on appelle ça la dissonance souvent, hein, ça dissonne, c'est comme une fausse note. Et ça, c'est vraiment la conscience qui nous dit ça. C'est pas souvent d'ailleurs, on peut avoir des conflits parce que la déduction mentale va trouver ça très logique, alors que ça dissonne. Mhm. Et ça va être très compliqué de suivre, qui suivre, quoi suivre, en fait, par exemple, hein. Et puis, il y a évidemment tout ce qui est les élans qui concernent chacun, de là où on a envie d'aller. Alors, je prends souvent cet exemple en atelier, mais il est tellement vrai, je l'ai vu mille fois, de gens qui font des listes incroyables pour prendre des décisions. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Alors, ils mettent tous les paramètres, ils arrivent par exemple à une majorité de oui, et puis ils posent le crayon et ils disent, bah non, je peux pas. Et ils savent pas pourquoi. Et il n'y a pas de pourquoi à ce je peux pas. Mais il y a une conscience qui est là et qui, encore une fois, qu'on vive le fait d'être cette conscience avant toute autre chose ou qu'on ne le vive pas, elle se manifeste dans l'expérience à travers ces, ces spontanéités, ces fulgurances, ces évidences, ces refus ou ces douleurs, parce que le contre-cœur, ça fait très mal aux personnes quand elles acceptent des choses à contre-cœur, par exemple. Et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir rendre accessible à des personnes qui n'ont pas forcément Mhm. l'envie ni la vocation d'aller vers une réalisation de la conscience qui soit pleine et entière, on pourrait dire ça comme ça. Et pour autant, ils ont des très belles consciences qui marchent très bien, ils s'en servent parfaitement, et c'est valider cette partie-là de l'existence humaine qui, dans un monde où il y a une croyance en une valeur intellectuelle propre, fait cruellement défaut.
à mon sens. Parce que toute cette dimension de la vérité de ce que nous sommes et de comment elle intervient à travers de nos relations, de nos créations et de nos sociétés est déniée. On ne s'en sert pas. On l'autorise un peu à l'occasion quand on ne peut pas faire autrement, alors qu'en fait, le guide, il est là. Mhm. J'ai une question un peu pour me faire l'avocat du diable, mais comment distinguer, discerner entre ce guide intérieur, intuitif, quelque part, et une simple aversion conditionnée par une histoire ou un simple désir, euh, bon, on va le dire comme ça, mais égoïque ou égotique? Comment on fait la différence? Alors, parfois on le sait, parce que ça n'a pas la même fréquence, justement. On sait très bien quand on est en train de se convaincre de quelque chose parce qu'on n'a pas le courage d'aller dans la voie qui serait la nôtre. Ça, c'est une évidence. Donc, avec un peu de sincérité, ça n'empêche pas, on peut tout à fait assumer qu'on n'a pas le courage et puis on a le droit de pas avoir le courage, mais avec un peu de sincérité, on peut le reconnaître et c'est toujours un plus. Parfois, c'est pas possible dans mon expérience. Mhm. Parfois, c'est tellement mélangé parce que les deux, l'un sert à l'autre, en fait. La conscience peut aussi tout à fait utiliser le fait de nous confronter à ses désirs et ses constructions pour qu'on les choisisse, qu'on en fasse pleinement l'expérience et qu'on se dise plus jamais ça. Donc parfois, c'est vraiment tellement mélangé que c'est pas possible et c'est à vivre tel que, et c'est pas grave. Et ça marche très bien quand même. Il n'y a jamais d'erreur, quoi, finalement. Bah non. Il y a quelque chose que vous avez abordé qui est très intéressant et qui, moi, personnellement, me passionne, c'est la découverte de cette conscience fondamentale euh, c'est notre véritable nature, ou on peut lui donner plein de noms, mais voilà, ce principe premier. Est-ce que vous pourriez donner votre approche de cela et comment est-ce qu'on fait finalement pour avoir accès à ce qui est déjà là, mais qu'on ne voit pas? Comment on fait, je sais pas. Je crois qu'il y a autant de chemins que de personnes, mais on pourrait redonner ce grand principe que on suit euh, son maître intérieur, Mm. qui, si c'est notre aspiration, il va vraiment, la conscience en chacun va vraiment le guider vers ce qui est le plus essentiel et le chemin qui est le sien. Pour répondre à la partie de à quoi ça correspond ou comment on pourrait le résumer, même si c'est un Pas exercice facile. extrêmement difficile, moi, je pourrais dire que c'est la réalisation et la séparation de euh, la conscience d'être, le vécu, le je suis, le vécu du je suis et le vécu du moi, qui en fait n'est pas la même chose. Et quand c'est pas, euh, quand il y a une très grande attraction de la conscience vers les phénomènes, c'est amalgamé. Le moi et la conscience quasiment sont vécus comme étant un seul mouvement. Et puis, plus ça se détache, plus les constructions dont on a parlé se révèlent, plus on s'offre. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein. Mm. On peut dire corps et âme, hein, à cet ineffable. Plus il va suffuser dans toute l'expérience, et plus il va y avoir un peu comme ça de distance qui va se créer entre le moi, la sensation de moi, d'un moi, et puis la conscience de je suis. C'est-à-dire que la sensation d'être, même si c'est pas une sensation, l'état d'être se révèle indépendamment de euh, la contraction de moi. Mm. Je suis n'est pas moi, en fait. Et le moi devient quelque chose qui est comme expérimenté par la conscience, par cette euh, êtreté qui en fait est toujours là. Bon, ça c'est vraiment pas nouveau, tout le monde le raconte et tout le monde a raison.
mais qui devient, qui entre en distinction des phénomènes, des mouvements et même de la sensation d'être quelqu'un. Et c'est très rigolo parce que, en tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai pas de disparition de la sensation du moi qui est existante encore. Il y a une réalité d'expérience d'individu, mais il est comme, on peut pas dire périphérique, oui, périphérique, ou en tout cas, il fait partie de ce qui est par ailleurs complètement expérimenté par la conscience je suis. Et la conscience je suis, c'est pas pour rendre ça aussi encore un peu plus concret, hein, c'est pas que cette transparence qui est absolument partout et illimitée, c'est vraiment ce qui perçoit l'information. C'est dans le langage courant, d'ailleurs, on prend conscience des choses. Hein, c'est pas que les choses sont nouvelles, elles ont toujours été là et on en prend conscience. C'est cette conscience on l'appelle je suis parce qu'en fait, quand on enlève tout, il reste ça. Donc il Mm. reste la certitude d'être. On pourrait, c'est ce que je marque dans le livre, hein, mais on vous coupe un bras, vous perdez vos yeux, vous êtes au fond du lit complètement handicapé, vous vivez un grand chagrin émotionnel, un deuil, un drame, une guerre, peu importe, vous ne perdez pas la certitude d'être. Personne perd cette réalité qu'il est. Il n'a pas à se démontrer qu'il est, il le sait qu'il est. Et en fait, cette certitude d'être, elle existe en elle-même, en dehors de toute autre caractéristique, qualité, événement, circonstance, etc. Simplement, habituellement, dans notre vie courante, elle n'est jamais isolée des phénomènes. Elle est toujours mélangée aux phénomènes, et y compris à la sensation d'être soi, d'être moi, d'être un individu, hein, qui a une espèce d'énergie au niveau du cœur, là, d'attache au niveau du cœur, où je suis quelqu'un. D'ailleurs, on dit, si on vous dit, oui, oui, non, mais toi là-bas, ah, moi, hein, c'est moi ici, voilà. Donc, on pourrait dire c'est cette distinction qui peut se faire et qui fait que on va se rendre compte que ce qui vit notre vie, ben, c'est cette être-té, c'est pas moi. L'être-té, elle vit le moi, en fait. Elle vit l'expérience du moi. Et ce qui va encore élargir et réenchanter absolument cette fantastique possibilité, c'est que cette être-té, elle n'est pas individuelle. C'est la même pour tout le monde. C'est le même tissu de conscience qui vit toutes les expériences. Et c'est vraiment que le moi qui fait croire que l'expérience est individuelle. Mais en fait, ce qui vit toutes ces expériences individuelles est un même tissu commun. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que la compassion est possible. C'est parce que comme c'est une même conscience qui vit et perçoit les expériences des uns et des autres, quand on se relie sincèrement à l'autre, eh ben, on perçoit à travers cette même conscience, parce que c'est la même chez l'autre et chez soi, l'état de l'autre et ce que ça génère en nous. C'est bien, voilà, c'est bien parce que ce tissu est commun que, en fait, même les oppositions, elles sont issues de ça. Elles sont issues du fait que euh, euh, pour qu'il y ait une opposition, il faut qu'il y ait une vision de l'angle de vue de l'autre. Et la vision de l'angle de vue de l'autre, elle ne peut passer que par le fait qu'il y a un tissu commun qui nous la restitue d'une certaine façon. Alors qui va être plus ou moins biaisé selon nos constructions, mais qui vont quand même être restitués. Voilà. C'est cette dimension de compassion euh, qui, qui semble fondamentale quelque part, et qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les traditions, et notamment dans les traditions que sont l'hindouisme ou le bouddhisme. Euh, j'ai l'impression que c'est vraiment fondamental pour contrebalancer peut-être l'aspect qui pourrait paraître un peu euh, pas nihiliste, mais
ou solipsiste de cette perspective de la conscience qui est unique et où finalement on pourrait se sentir un peu déconnecté euh, des autres. Et le fait de vraiment expérimenter cette conscience pleinement, c'est aussi cet aspect du cœur, en fait, de cette connexion intuitive et qui va au-delà du raisonnement et de la déduction. Et, et cette dimension du cœur, c'est vraiment quelque chose que vous abordez assez profondément dans le livre, dans votre ouvrage. Euh, la conscience du cœur, vous l'évoquez. Est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin dans ce point-là qui me semble vraiment très intéressant et fondamental? Ah oui, bah merci d'aborder ce sujet qui m'est cher. La conscience du cœur, alors on pourrait dire que effectivement, euh, le discernement, le fait que ce tissu unifié se discerne à lui-même et se révèle à lui-même, c'est un grand mouvement, une grande révélation, un grand changement de perspective. Voilà, c'est un grand changement de perspective. Ça change rien à la vie, mais ça change la façon de le percevoir. Mais j'aime beaucoup comment vous l'annoncez parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que dans ce changement de perspective, quand il s'est vraiment amorcé, c'était triste, un peu. Il y avait quelque chose qui avait perdu du coup, cette autorisation, paradoxalement, à vivre à travers le cœur, à sentir les autres, à aller à leur rencontre, à trouver que le lien était important, à accorder comment dire, de l'attention, mais de la délicatesse à mes relations, à être en soutien. Et en fait, je m'en rendais pas vraiment compte sur le moment parce c'est vrai que bon, cette unité de perception, elle donne du détachement et une certaine distanciation. Donc c'est quand même, on respire un peu, hein, surtout quand on a eu peut-être comme je l'ai eu avant, quand même des épreuves et des épisodes très intenses. C'est une vraie bouffée d'air. Mais il y avait une forme de tristesse qui s'était installée parce que du coup, il y avait un peu un espèce de pourquoi faire, quoi, Mm. finalement, puisque il y a une unité de conscience qui vit tout ça, que c'est pareil, pourquoi faire? Et puis, j'ai eu la chance d'entendre au cours d'une interview des enseignants, d'ailleurs, que j'aime énormément, qui ont parlé de l'impulsion cosmique de la conscience à créer, à se réaliser et à se manifester, et à quel point, en fait, dans ce mouvement-là, justement, la sensibilité et l'amour étaient l'objectif. Et l'incarnation et la réalisation de cette sensibilité et de l'amour étaient le fondamental et la mise en mouvement euh, qui permettait à cette création, cette manifestation de se déployer et de se raffiner, de se perfectionner. Et ça a complètement réconcilié ce qui était très vivant avant en moi, avant cette aventure hein, de la conscience, de la réalisation de la conscience, qui était très très vivant en moi, qui était que c'est pour ça que j'aimais tant la médecine, hein, j'avais un immense joie à être en contact, en connexion de cœur à cœur, dans Mm. la sincérité et voilà, dans l'attention portée à l'autre. Ça m'a réautorisé ce flot et ça a réunifié toutes ces composantes. Et ça m'a permis du coup de pouvoir récupérer euh, cette intégrité de ma profonde foi en cette conscience du cœur qui n'a absolument pas besoin que le tissu unitaire soit complètement réalisé ou omniprésent en soi, dans son expérience, pour nous guider dans une humanité qui soit tellement réellement
plus justement alignée et moins dévoyée que ce qu'elle est maintenant, parce que pour l'instant, bah, c'est l'expérience du moi qui domine, et on a une perte de contact avec cette profondeur qui est en chacun, mais qui est, je trouve, en fait très rapidement accessible si on la caractérise en tant que telle. Et donc ça, c'est vraiment, et qui rend chacun tellement plus heureux, accompli, dans un sentiment de complétude dans son expérience de vie. Euh, et alors, il y a une raison mécanico-conscientielle à ça, c'est que ce centre du cœur, il est de principe connecté en permanence avec ce tissu-là. Donc, il n'oublie personne, jamais. Et il ne peut pas nous guider en dehors de l'intérêt de l'autre, c'est pas possible. Simplement, pour y réaccéder, ben, c'est un peu ce qu'on dit depuis le départ, il faut réhabiliter la vie de la sensibilité parce qu'il faut accepter de sentir. Et ça, c'est quelque chose que très peu, de moins en moins, euh, mettent au cœur de l'intelligence humaine. Or, si on n'accepte pas de sentir, on n'a pas accès à cette possibilité d'intelligence commune qui prend en considération l'intérêt de tous les partis, pour le dire avec une formule un petit peu plus intellectuelle, et qui va offrir une guidance qui ne sera plus individuelle, mais vraiment collective, même si on a l'impression qu'elle est individuelle. Voilà, donc ça, c'est vraiment, pour moi, presque le plus important dans l'aventure, parce que la conscience fait ce qu'elle veut, et si elle a envie de se révéler à elle-même, elle a pas besoin elle a besoin de rien. Elle peut nous entraîner dans des satsangs, dans des écoutes, dans des lectures, parce que il y a un vrai plaisir à cette redécouverte progressive, à cette réalisation un peu par strate, par couche, euh, par finesse, par différents angles de vue. C'est tout à fait possible. Euh, mais dans l'expérience humaine, euh, en dehors de cette quête-là, il y a vraiment tellement à gagner en termes d'expression de cette conscience et de manifestation de cette conscience, et même de bonheur humain simple et Hmm. premier et accessible en se reconnectant à cette vie sensible et du cœur. Voilà. Il y a un thème là que vous abordez qui est assez fondamental et pourtant assez contre-intuitif finalement, enfin contre-intuitif, euh, contre, qui va pas forcément dans le courant habituel de la psychologie, en tout cas de la psychologie de masse, on va dire, un peu à la recherche des plaisirs ou du bonheur. Certains appellent ça le piège du bonheur. Mais ce contact avec le sensible et avec la sensation et avec donc ses propres sensations en tant que unité, corps-esprit, on peut appeler ça comme on veut, mais et ces sensations sont pas toujours agréables. On n'a pas toujours envie de ressentir la honte, la gêne, la peur, l'anxiété ou d'autres trucs moins avouables, on va dire, au niveau du ressenti. Et j'ai l'impression que dans l'approche que vous partagez, justement, il n'y a rien qui est mis de côté, rien qui est oublié, et que l'amour ou le cœur, bah, c'est aussi envers ces sensations, aussi envers tout ce qui se présente, et qu'il n'y a pas de distinction, parce qu'on parlait des autres, mais on est aussi un autre quelque part si on se place de la perspective de la conscience. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire là-dessus? Oui, oui, c'est très vrai et c'est peut-être la plus grande des libérations, et la plus accessible. C'est de ne plus faire c'est la définition de l'équanimité, en tout cas pour moi, mais je pense pour d'autres aussi, c'est de ne plus faire de distinction dans l'accueil des sensations entre ce qui est plaisant et ce qui ne l'est pas, en fait. Non pas parce qu'on va nier qu'il y a des sensations qui sont plus agréables que d'autres, mais parce que on va se départir du jugement qui croit qu'il y a des sensations qu'il faut ressentir et d'autres pas, des sensations qui ont droit d'être là
et d'autres pas, des sensations qui témoignent, alors ça c'est quelque chose qui existe beaucoup dans la psyché collective, hein, c'est-à-dire qui témoignent du bon service à la vie ou au divin, et d'autres qui témoignent d'une espèce de pseudo-punition de son comportement ou de son attitude. Il reste beaucoup ça, hein, cette sensation de châtiment quand les personnes, quand elles vivent des choses difficiles, qu'elles le sachent ou pas, hein, qu'elles soient, enfin, c'est ce que je vois vraiment, ce que j'observe dans les ateliers, dans les groupes, qu'elles aient une religion bien déterminée ou qu'elles en aient pas, qu'elles soient au courant qu'elles ont ce type de croyance ou pas. Il y a un vécu qui est de l'ordre de si ce que je vis est difficile, c'est que j'ai péché, c'est que j'ai Mm. fait mal et c'est que je suis punie, en fait. Et par contre, la félicité, la richesse, le bonheur, la légèreté, etc., c'est le témoignage que j'ai bien fait. Alors c'est complètement euh, dénier les lois de la création de l'énergie et des polarités qui emmènent la vie dans une expression dynamique et matérielle par l'existence des polarités. Les polarités, elles existent parce que sans ça, il n'y a pas de vie matérielle. Voilà. Si vous voulez un atome, il faut des protons et des électrons. Sinon, il n'y a pas d'atome. Donc, après que nous, on le perçoive d'une façon ou d'une autre, c'est essentiellement parce qu'il y a ces connotations par-dessus. Et comme il y a ces connotations par-dessus, euh, qui ont toutes leurs déclinaisons en fonction de là d'où on vient, hein, la maladie, l'émotion difficile, la pensée violente, réprobatrice, etc., sont issues de certaines de formes profondes du jugement. Et comme il y a ces formes profondes de jugement, et ben, il y a ces appréciations des textures d'énergie qui se présentent comme étant bonnes ou mauvaises, bien ou mal, souhaitées, désirables ou au contraire à éviter. Alors vraiment, moi, oui, oui, je prône, je suis une fervente ambassadrice du tout a le droit d'être, parce que c'est comme ça que l'équilibre et le mouvement et du coup l'évolution et la nouvelle expérience se fait. Mm. Euh, voilà, ça change rien au fait que bien sûr que quand on met la main sur le feu, ça fait mal, c'est fait pour ça. En fait, c'est fait pour ça. Mm. Donc merci, hein. Mais c'est pareil sur le plan émotionnel et c'est pareil sur le plan de la pensée. Et quand on disait que des fois c'est très mélangé parce que la vie en elle-même a besoin qu'on fasse enfin on fasse. Elle a besoin de rien du tout, mais le mouvement pour s'accomplir, il va passer par là. Donc il y a à la fois de la conscience et en même temps un peu de structuration égotique et le tout nous emmène quelque part. Et que c'est nécessaire parce que comme ça on en sort en disant plus jamais, ben, c'est exactement le même principe que toutes les autres expériences qui sont plus ou moins acceptées ou au contraire refusées. Donc cette idée, alors vraiment, j'ai à cœur de déconstruire l'idée qu'une vie réussie est une vie de bonheur, telle qu'elle est, comment dire, survendue. D'abord parce que ça met dans des stades de culpabilité encore pire les gens qui vivent des moments difficiles. Ensuite parce que c'est faux. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un pour qui la difficulté n'est pas la norme, autant que les moments plus légers, mais c'est la norme. C'est la norme parce que c'est, encore une fois, le mouvement de la vie, il est fait comme ça. Et enfin parce que si ça doit nous emmener quelque part, à mon sens, c'est que ça doit nous emmener vers cette autorisation Mm. à la vie d'être exactement comme elle est, en fait, et qu'on la vive pleinement exactement comme elle est. Et c'est assez intéressant parce que notamment dans les milieux spirituels, peut y avoir cette confusion dans le fait qu'il faudrait avoir une certaine disposition d'esprit ou une certaine bienveillance démonstrative et innée que l'on devrait ressentir en permanence et que si on n'est pas comme ça, eh ben, ça peut créer euh, la culpabilité quelque part. Il y a des pratiques, par exemple, où on essaie de cultiver, dans le bouddhisme, il y a ça, l'amour bienveillant et la compassion.
Et l'un des premiers obstacles à ça, c'est cette sensation de ah oui, mais moi je suis pas suffisamment bien pour ressentir ça, ou j'ai trop de colère en moi, ou j'ai trop de choses difficiles. Et donc, c'est important de rappeler, je pense qu'il faut pas que cette pratique de l'amour, ce n'est pas nier ce qui est déjà présent, finalement, mais c'est plutôt justement, bien au contraire, être en accueil de l'intégralité de ce qui se présente. Bah oui, merci de le rappeler de cette façon très accessible et simple parce que euh, comment, ressentir, partager et offrir une compassion sincère si elle ne commence pas par soi-même? On en revient toujours là. Mhm. Alors, il est vrai que le détachement, le fait de ne plus confondre je suis et moi, Mhm. et l'ego, que tout ça prenne des places, ait dans l'expérience des places bien distinctes, va beaucoup libérer de la souffrance, puisque les choses vont être vécues. Moi, la semaine dernière, j'ai vécu des grosses intensités, mais effectivement, c'était vécu avec euh, quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'enjeu. Donc la manifestation émotionnelle existe, mais il n'y a pas d'enjeu à ce qu'elle soit là ou à ce qu'elle soit pas là, à Mhm. ce qu'elle perdure ou à ce qu'elle perdure pas. Mais elle est là. Ça, je veux dire, on est en plus on a une humanité collective. On n'arrête pas de dire que la conscience c'est la même tant que voilà, tant que ce bouillon de culture humain continue à être extrêmement émotionnel, mais dans une certaine incompétence et un certain déni de cette émotion, ben, on l'aperçoit. Et elle peut être personnelle, elle peut être collective, elle peut être Mhm. les deux, mélangée. Voilà, nouvelle, ancienne, peu importe. Elle est vécue, quoi. Donc, il y a une confusion dans le fait que, effectivement, euh, euh, cette réalité peut être vécue avec plus de douceur parce que moins de ce que certains appellent l'identification et de ce que moi j'aime bien appeler d'enjeu parce que c'est comme ça que ça Mhm. prend son impact. Quand on met de l'enjeu dans quelque chose, ça a un impact en fait. Ça change rien au Mhm. fait que ça va être là et que donc, de toute façon, qu'on ait beaucoup de désidentification ou beaucoup d'enjeux. À l'arrivée, ce qui va se passer, c'est la même chose, c'est que plus on aura d'accueil et moins on aura de lutte, et plus on aura de conscience mise sur le phénomène, et voilà, et plus ce sera du coup quelque chose qui va plutôt être à notre service et dans le guide dans une guidance vers une libération pour soi si on en a besoin, ou une réalisation plutôt qu'une aliénation, en fait. Mais ça marche pareil, où qu'on se trouve. Il y a cette image dans le bouddhisme, en tout cas, de la saisie, c'est-à-dire que on relâche la saisie qu'on a sur ce qui devrait être ou ne pas être. Et simplement, il y a un moment où vous dites dans le livre, c'est aller avec le flot de la vie, ou une formule comme ça, je l'ai pas notée, mais elle m'a frappé. C'est-à-dire que, euh, en fait, la clé réside dans le fait de ne pas lutter avec le flot naturel de la vie. Oui, c'est ça. Bah, dans le bouddhisme, pour le peu que j'en connais, très grands spécialistes de ça et du discernement par rapport à cette confusion très souvent faite entre l'acceptation et la résignation. Voilà, ça sépare bien les deux. Mm. Mais on a encore beaucoup, beaucoup besoin de répéter que accepter la vie telle qu'elle se présente n'est pas se résigner à ses Mm. conséquences et n'est pas ne pas se mobiliser pour trouver les solutions les plus intelligentes et soutenantes pour soi. Par contre, passer une énergie folle à une rumination psycho-émotionnelle de la vie ne devrait pas être ce qu'elle est, à part de la douleur, n'a aucun, aucune vertu. Mm. Alors, c'est dans le mécanisme traumatique, je fais cette exception aussi par respect des gens qui vivent des grands, grands traumatismes parce que c'est tellement violent et tellement déstructurant que je voudrais pas qu'ils se sentent mal compris.
Dans le traumatisme, c'est une mesure de protection extrêmement efficace. Le déni du moment, le fait de ne pas accepter la réalité, permet, dans ce que j'en ai vu, et comme bah, j'ai fait 15 ans de médecine d'urgence et de Mm. catastrophe, j'en ai vu beaucoup, et donc je respecte infiniment ça, ça permet à la structure de ne pas exploser sur le moment des faits et de temporiser pour que voilà, la vitalité, en fait, même la vitalité, trouve un chemin de passage et une possibilité de poursuivre le chemin, alors que sinon ce serait pas possible. Mm. Ce serait pas possible, ce serait juste pas possible. Et c'est une réalité. Il y a vraiment des gens d'ailleurs qui ne supportent pas, qui mettent fin à leur jour, etc. Donc, je ne veux pas faire une généralité. Là encore, vous voyez, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on peut jamais faire de généralité Mm. en disant là on a toujours raison. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parfois, le déni, le refus de la réalité, et c'est pour ça qu'il existe. Bah, c'est une version psychologique de je retire ma main du feu. Mm. Donc c'est très important et c'est à respecter. Néanmoins, pourquoi est-ce que le traumatisme va revenir? C'est parce qu'il n'y aura pas de libération tant que l'événement n'aura pas été accepté. Et que ce que vous avez décrit comme étant le lâcher-prise ne se soit pas réellement fait et qu'il n'y ait pas Mm. une acceptation de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe. Alors, si le contexte est plus léger, avoir une acceptation de la vie au fur et à mesure, c'est quand même une grosse économie de refus, d'énergie Mm. C'est et de sûr, douleur. Hein. c'est certain. Et il y a deux choses, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut être aussi en mesure d'accepter le refus, ce qui peut paraître un peu contradictoire, mais d'arrêter la lutte à un moment donné. Si on constate qu'il y a eu ce refus de la vie, enfin, ce mécanisme du trauma qui est aussi un mécanisme de protection, et il faut être en mesure d'accepter que ça s'est déroulé comme cela. Mais il y a une chose dans notamment dans les pratiques avancées du bouddhisme qui considère que le fait d'être en acceptation totale instant après instant de ce qui est, sans saisie, c'est-à-dire sans saisie de l'entité agissante, sans saisie du résultat de ce qu'on accomplit, la théorie et les enseignements en tout cas, considèrent que et peut-être l'expérience de certains, mais qu'on considère que ce qui émerge naturellement, c'est l'action juste, et c'est la compassion juste, et c'est surtout la paix. Et, et, et donc de ça peuvent émerger des choses aussi très difficiles, mais qui ne sont pas refusées, et qu'on laisse jaillir comme une source qui ne se tarit pas jusqu'à ce que donc cette source correspondant au karma finalement. Alors que le karma, c'est juste l'accumulation des petits traumas et des gros traumas. Là, je fais un gros raccourci, mais et donc voilà, ce lâcher prise, même s'il n'est pas tout le temps possible, lorsqu'on on l'expérimente de plus en plus, il permet de laisser la vie s'écouler sans intervenir. Et le sans intervenir, c'est déjà trop dire, puisque c'est déjà une intervention. Donc je voulais Merci. j'avais une question peut-être sur une note un petit peu plus personnelle, sur votre éventuelle pratique quotidienne. Est-ce que vous avez aujourd'hui une pratique particulière, formelle ou informelle, ou est-ce que simplement vous n'avez pas le sentiment de suivre une pratique, quelle qu'elle soit? Non, j'ai pas de pratique formelle et je ne suis pas de pratique en particulier. Il y a encore des moments où je médite, Mhm. ou je dirais plutôt je m'intériorise, on pourrait dire ça comme ça, profondément. Il y a des moments où j'ai l'appel, pas le besoin, mais l'appel de contacter des forces spirituelles particulières pour faire un travail particulier, Mhm. pour voilà. Donc je me connecte de cette façon-là. Mais c'est très au quotidien, au jour le jour, quand ça se présente et quand j'en ressens la nécessité ou la justesse du moment. Voilà, j'ai pas,
pas plus de pratique de conscience en fait. J'ai peut-être la plus grande, la seule qui reste, c'est d'avoir un abandon qui reste toujours plus Mm. profond. Je peux pas le dire autrement parce que je m'aperçois que c'est toujours possible d'avoir un abandon toujours plus profond à cette dimension d'éternité et que c'est ça, pour aussi rebondir sur la question précédente, qui fait toute la différence dans la saisie. C'est que plus notre expérience est habitée de cette dimension dont il est une évidence qu'elle ne craint absolument rien, euh, moins la structure, moi j'appelle ça la structure, hein, mais donc comprendre le psycho-émotionno-corporel, va ressentir le besoin de créer des gardiens Mm. et de saisir et de se barricader parce que et plus, du coup, en l'absence de ces gardiens, l'amour va suffuser aussi et on va trouver toute... C'est vraiment quelque chose de très harmonieux qui se Mm. fait juste dans cet abandon toujours plus grand à cette dimension de ce qu'on est. L'amour va venir embrasser et s'émerveiller d'absolument toutes les expériences, en fait. Mm. Alors ça peut donner, là j'en suis un peu là, ça peut donner la nécessité de trouver la bonne note sociale. Moi j'aime être en contact avec les personnes, de toute obédience, j'ai envie de dire, de tout courant, de toute recherche ou de non-recherche. Et c'est vrai que cette espèce de calme, de confiance toujours plus complète et d'amour de ce qui se présente peut être ressenti comme un manque d'empathie, de soutien, de compréhension. Les gens peuvent ne pas se sentir rejoints. Donc en ce moment, par exemple, si j'ai une pratique, ben, c'est travailler sur ça, sur quelle est la fréquence, la note très précise, très subtile et très nuancée, qui permet à l'autre de sentir que je suis totalement avec lui et Mm. concernée par son vécu, en même temps que je ne pourrais pas donner foi à un drame ou à une gravité parce que ce Mm. ne serait pas sincère, en fait. Et c'est une subtilité, par exemple, que je ne maîtrise pas encore complètement. Voilà. Et donc, j'échange beaucoup, par exemple, autour de ce thème. Mais vous voyez, du coup, ça va être très connecté finalement à la vie quotidienne, quoi. Mm. Ça me fait penser, alors je ramène tout à ma tradition parce que je suis bouddhiste, mais Ah oui. à l'idéal du bodhisattva qui, tant que tous les êtres ne sont pas libérés, ne se retire pas totalement de la manifestation, parce que son idéal, c'est d'être le dernier à être libéré. Et ça me fait penser un petit peu à ça, c'est-à-dire que peut-être, je sais pas si c'est un malaise, mais cette, ce- cette volonté de vouloir continuer à se relier et à faire sentir ce lien, ça me fait penser à cet idéal du bodhisattva qu'on retrouve dans le bouddhisme mahayana. Très beau. Ouais, c'est très conforme à... Ça fait pas longtemps que je me suis avouée que l'amour en moi a je crois que vous dites le dharma, a ce dharma vraiment de soulager la souffrance. Pas l'ego qui veut jouer au sauveur, pas, non, Mhm. l'amour en moi, ce qu'il aime vraiment, c'est ça. Plus encore que de parler de la réalisation de la conscience, plus que toute autre chose. C'est une joie et c'était déjà le cas, c'est pour ça que j'aimais tellement ce métier de médecine d'urgence. J'étais en train de penser à ça aussi. Et ça l'est toujours sous une autre forme. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'émeut, mais vraiment qui me remplit, qui me remplit. Et ce, d'autant qu'avec la vision actuelle et le vécu actuel, je trouve ça relativement accessible et simple. C'est-à-dire que dès qu'on commence à construire, à déconstruire cette croyance en la vérité de la pensée et l'attachement en une vérité de la pensée, ça devient tout de suite plus accessible et qu'on on a quand même
des belles possibilités. Et puis, bon, je trouve que quand même, c'est un petit peu dans l'air du temps, et ça se fait de plus en plus rapidement, me semble-t-il, de se C'est soulager de ces souffrances inutiles. c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. Ouais. Avant de conclure cet entretien, est-ce que vous avez des actualités ou des choses, bon, à part évidemment votre livre, mais est-ce que vous avez peut-être des retraites, des enseignements à venir que vous aimeriez partager ici? Ouais, merci de me donner cette petite parenthèse. Oui, donc il y a le livre qui vient de sortir. Sur la lancée du livre, exactement pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, et je vais lancer une chaîne YouTube qui Oui. sera vraiment consacrée ou à des rencontres avec des personnes qui ont trouvé des voies de passage spirituelles ou non spirituelles, mais soignantes, Mhm. profondément guérissantes de cet état fragmenté des personnes, et donc unificatrice, c'est ça le thème. Ou moi-même, de ce que j'appellerais des petites émissions de résolution intérieure pour donner des clés d'unification intérieure qui permettent de mieux s'autoriser à se rencontrer tranquillement et à se réconcilier avec toutes ces parties parfois bien conflictuelles à l'intérieur de soi. Voilà, pour s'inscrire, on peut souscrire à la newsletter qui est sur mon site. C'est plus facile pour moi d'avoir les adresses mail et d'envoyer ce sera le dimanche d'envoyer les codes Zoom. Et puis j'ai une retraite qui est presque complète au mois de juin et j'en ouvrirai une autre en septembre sur quasiment 3 jours, on va dire. Pareil, dans le même état d'esprit où tout aura sa place. Voilà, et l'idée, c'est d'avoir une proposition qui est suffisamment ouverte pour que chacun reconnaisse, en fonction de sa propre sensibilité, ce qui lui est à la fois le plus facile et le plus porteur, Mhm. pour se faire du bien et aller vers là où il souhaite aller, ce qu'il est le seul à savoir. Ben, c'est un programme que je mettrai sous la description de la vidéo, comme ça, les Merci. personnes qui seront intéressées, je mettrai aussi le lien pour le livre et votre site internet. Je vous remercie encore pour ce moment très, très riche euh, et passionnant. Merci, Et Ludovic. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré même. Ouais. je vous souhaite une très, très bonne journée. J'essaierai de mettre, enfin, en ce moment, je fais beaucoup de promesses sur les dates de mise en ligne des vidéos et je suis pas très, très efficace, mais je vais essayer de la mettre en ligne la semaine prochaine, donc dimanche prochain en ligne pour que voilà, que tout le monde puisse en profiter au mieux. Et ben, je vous souhaite encore un très bon cheminement. Et puis, bon, on peut rester en contact si vous le souhaitez. Avec grande joie. Merci beaucoup, Ludovic. Au Merci. revoir, bonne Au journée. revoir.